Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabords, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Bonsoir. 32 ans après Jean Moulin, André Malraux entre donc au Panthéon. Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire, a écrit Malraux dans La Condition humaine. Ce soir, nous allons nous intéresser aux actes politiques de Malraux, de ce qu'il a fait, à Malraux, acteur de l'histoire, même s'il est artificiel de vouloir séparer les différentes vies qui font l'unité d'un homme, surtout dans le cas de Malraux. Pour évoquer les combats de Malraux dans le siècle, avec nous plusieurs témoins qui l'ont connu à plusieurs époques de sa vie. Monsieur Paul Nothomb, qui a combattu avec lui en Espagne, dans l'escadrille. Monsieur Bernard Metz, qui a connu Malraux dans les maquis de Corrèze, dans la Résistance, et puis plus tard dans la brigade Alsace-Lorraine. Pierre Lefranc, compagnon de route du RPF et de l'aventure gaulliste. Avec nous également Jean Lacouture, biographe de Malraux qu'on ne présente plus. Alors la règle de cette émission, c'est de regarder les images d'archives et ensuite de discuter. Malheureusement, sur l'avant-guerre, il existe très peu d'images d'André Malraux. À l'époque, les caméras n'étaient pas, comme aujourd'hui, omniprésentes. Nous devons nous contenter de ce que Malraux a dit lui-même de son action bien plus tard. Première séquence, l'Indochine et l'Asie. Alors, je pense que dans ma vie, une chose qui a joué un rôle capital, c'est l'Indochine. Je me suis trouvé avec, lié à moi, les Indochinois. Et à ce moment-là, quelque chose a complètement basculé. C'est pas que j'étais d'un autre côté avant. L'autre côté, c'était l'indifférence. Mais le lien avec, disons pour simplifier, ce qui était exact à l'époque, les opprimés, est certainement né à ce moment-là. Dans ce temps-là, personne ne prétendait, ne défendait une autonomie véritable. Nous avons défendu l'autonomie dans le cadre d'une communauté, d'un Commonwealth. Bon. Et Ho Chi Minh en demandait moins. Et là, il y a quelque chose d'important. En 1967, comme on ne se rend plus compte qu'en 1927, contrairement à ce qu'on croit, personne, ni aux Indes, ni en Chine, ni en Indochine, ni à Java, ne demandait l'indépendance. Tous demandaient quelque chose qui restait lié à des métropoles. Vous pourriez dire que ce n'était pas la peine d'aller faire le zouave en Indochine. Après tout, c'était pas si mal ce que vous avez fait. Oui, non, alors là, je ne dirais pas que ce n'était pas la peine d'aller faire le zouave. Je dirais plutôt c'est ce que j'avais fait de plus intelligent. Vous êtes allé en Chine, pourquoi? D'abord, mon action chinoise, ne l'oubliez pas, s'est produite infiniment plus en Indochine qu'en Chine. Premier point. Oui, les conquérants et la condition humaine... Non, mais personnellement, je ne me suis trouvé en Chine que comme délégué du Kuomintang d'Indochine. Messieurs, le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La Condition humaine.
l'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Les ayant rencontrés dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. Que ceux qui mettent leur passion politique avant le goût de la grandeur où qu'elle soit s'écartent d'avance de ce livre qui n'est pas fait pour eux. Jean Lacouture, 40 ans après, André Malraux dit à Roger Stéphane dans l'entretien qu'on vient de voir, l'Indochine, c'est ce que j'ai fait de plus intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en Indochine ? En tout cas, c'est ce qu'il a fait de premier. C'est là que commence son action à proprement parler politique. Jusque-là, il a été une sorte d'anarchiste, de marginal, baignant dans des milieux plus ou moins orientés à gauche, mais enfin, rien de clair. Puis, il y a l'aventure, ou mésaventures, malaventures au Cambodge, dans les temples cambodgiens, et ce qui s'ensuit, les procès qui lui sont intentés, et de là, il se crée, il voit une image de la colonisation à travers sa justice qui n'est pas très favorable. Il regarde autour de lui, il s'aperçoit que le système colonial est injuste, fondamentalement injuste. Et une fois qu'il a pu repartir pour la France, grâce notamment aux efforts de sa femme Clara, qu'il rentre en France, cet homme qui a échappé de peu à la prison en Indochine, qui ne l'avait peut-être pas tout à fait volé, a le courage de repartir ce jeune homme seul, avec sa femme et un ami avocat qui s'appelait Paul Monin, pour aller lutter contre la colonisation sur place, à Saigon. Il crée un premier journal qui s'appelle l'Indochine. J'ai sous les yeux l'Indochine, journal quotidien de rapprochement franco-annamite. André Malraux, Paul Monin sont les deux directeurs. Rapprochement franco-annamite et anticolonial. Ça, c'est tout à fait clair. Quand on reprend aujourd'hui, on regarde les textes de l'Indochine, c'est vrai que Malraux dit dans l'interview tout à l'heure, nous ne parlions pas d'indépendance, nous parlions que d'autonomie, et d'ailleurs personne ne parlait d'indépendance. Il n'était pas très bien informé à l'époque. On sait très bien que les Ho Chi Minh, qui ne s'appelaient pas encore Ho Chi Minh, et le groupe du Thanh Nguyen à Canton travaillaient pour l'indépendance, dans le cadre, avec l'appui de la Troisième Internationale. En tout cas, le pouvoir local lui met les bâtons dans les roues tout de suite, Yvon. Le pouvoir local, eh bien, c'est lui qui met des bâtons dans les roues, oui, du pouvoir local qui, naturellement, le réprime, interdit l'Indochine. Alors, il crée l'Indochine enchaînée. Voilà, on a fait des photocopies à la Bibliothèque nationale, c'est ce petit journal. Qui ne dure pas longtemps, mais qui lui donne l'occasion pour se procurer des caractères pour imprimer l'Indochine enchaînée. Il est obligé d'aller en Chine, il va à Hong Kong, et c'est à travers ce très court petit voyage qu'il fait à Hong Kong qu'il est mis au contact des réalités chinoises. Roger Stéphane, dans un livre posthume qui est paru après sa mort, laisse entendre que peut-être Malraux aurait pu aller à Canton au cours de ce voyage, chercher des caractères d'imprimerie et rencontrer peut-être Borodine, qui était l'envoyé de l'Internationale communiste et qui va être le personnage des conquérants, et peut-être même Ho Chi Minh, qui ne s'appelait pas encore comme ça, qui était l'interprète de Borodine. Vous pensez que c'est possible Moi, je ne le sais pas, en tout cas, et je ne le crois pas beaucoup. Je crois que si ça avait été vrai, Malraux, qui avait de l'imagination, aurait, à partir de là, me semble-t-il, aurait brodé là-dessus avec éclat et grand intérêt. Non, je crois que ça a été vraiment un voyage très utilitaire, mais il a humé les foules chinoises, et qui a humé déjà le Vietnam, c'était déjà assez fort, mais la Chine de 1925, c'était vraiment la révolution en marche. Déjà, oui, qui est devenu les conquérants. Ce qui est devenu les conquérants, et d'ailleurs 4 jours après la sortie du premier numéro de l'Indochine, le 21 juin 1925, c'est le début de la grève à Canton, et c'est la première phrase des conquérants. Donc la coïncidence chronologique est assez étonnante. Là, évidemment, on va retrouver dans les romans chinois les conquérants, la condition humaine, l'expérience militante de l'Indochine. Militante, c'est-à-dire journalistique. Alors, Malraux a revendiqué le rôle qu'il a joué dans l'organisation Jeune Annam, qui existait, et où Malraux s'est mêlé à grand risque, parce que le pouvoir colonial surveillait ça de près et châtiait à l'occasion. Et d'ailleurs, son séjour en Indochine, dans l'opposition au système colonial et au gouverneur Cognac, n'a pas duré longtemps. Il a été assez vite mis à la porte. Mais non sans avoir
courageusement lutté contre le système. Encore un mot sur l'escapade chinoise Hong Kong ou Canton, on ne sait pas très bien. Ça a donné naissance à un mythe, à une légende de Malraux, acteur de l'histoire en Chine. Et même, je crois, Georges Pompidou, avant qu'il soit président de la République, quand il était professeur de lettres, avait préfacé des pages choisies d'André Malraux où il disait que Malraux avait passé 4 ans aux côtés du Kuomintang en Chine. Je crois que c'est plutôt 4 jours ou 4 semaines. Il est meilleur comme président que comme historien. Bon. Alors, Malraux, on l'a vu sur les images, obtient le prix Goncourt 1933 pour la condition humaine, un livre qui fait beaucoup de bruit, mais c'est évidemment pas le seul événement de l'année 1933, parce qu'au début de l'année, le 30 janvier, Hitler a pris le pouvoir. Alors l'incendie du Reichstag qu'on a vu sur ces images sert de prétexte pour Hitler pour faire emprisonner les dirigeants communistes. Ernst Thälmann, qui est le secrétaire général du Parti communiste allemand, et Dimitrov, qui est le dirigeant de l'Internationale communiste. Et à ce moment-là, Jean Lacouture, c'est vraiment là que Malraux va se lancer dans l'engagement militant, parce qu'il va participer très activement à la campagne pour la libération de Dimitrov, de Thälmann. Est-ce qu'il va vraiment faire ce voyage de janvier 1934 à Berlin avec Gide pour réclamer la libération de Dimitrov? Mythe ou réalité? Il l'a raconté, André Gide ne l'a pas démenti. Moi, je dois dire que il m'arrive d'être sceptique à l'égard des dires d'André Malraux. Là, moi, j'ai marché. En tout cas, j'y crois, d'autant que Malraux raconte que quand Gide a dit nous sommes à Goebbels, il aurait été reçu par Goebbels, Gide dit à Goebbels nous sommes là pour réclamer la justice, et Goebbels le coupe en disant nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice allemande. Et Gide nous répond, c'est dommage. Ça ne va pas très loin. Ça sonne juste. Je trouve ça, si vous voulez, ce récit, moi, me sonne juste plutôt qu'une série de mots historiques qu'ils auraient prononcés. Paul Nothomb, vous avez connu, je crois, André Malraux au cours d'un meeting, justement, pour la libération de Thälmann à Bruxelles. Je dois dire que ce meeting m'a marqué, d'abord parce que c'est la première fois que je voyais André Malraux, que j'admirais déjà beaucoup à cause de la condition humaine. Moi-même, j'étais membre des Jeunesses communistes. J'étais donc prêt à l'accueillir, mais ça a été vraiment une surprise de voir le rayonnement d'André Malraux. Il a parlé ce soir-là? Il a parlé tout le temps, c'est-à-dire qu'on a invité André Gide à venir à la tribune, et Gide a dit non, moi je vais dans l'auditoire pour voir Malraux, parce qu'il faut que je le comprenne dans l'auditoire. Bref, Malraux a arpenté l'estrade en marchant constamment, et un des amis, d'ailleurs, m'a décrit en disant que c'était Bonaparte au pont d'Arcole, qui soulevait les foules, parce que c'était à la foule ouvrière, c'était des ouvriers belges. Vous savez, je suis belge, je peux le dire, les Belges n'ont pas l'esprit tellement rapide, les ouvriers belges en particulier à Bruxelles, eh bien, ils ont tous été conquis par l'éloquence et la flamme de Malraux, qui d'ailleurs a dit un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas avalisées plus tard. Par exemple, que la démocratie en URSS était garantie par le fait que les ouvriers défilaient avec un fusil à l'épaule sur la place rouge, et que c'était la preuve que c'était la démocratie en Russie. Mais, peu importe ce qu'il disait, c'était plutôt la façon de le dire. C'était, comme il disait, la contagion, ce n'était pas la persuasion. Et il était très, très éloquent. Vous l'avez vu, comme il était mince et jeune et beau. Et tout le monde était emballé. Moi, j'étais un jeune communiste, j'étais dans un balcon avec un ami. Nous étions donc très loin, on a pu contempler toute cette salle, et c'est vraiment une marée qui l'a soulevée. Alors le combat antifasciste de Malraux le rapproche évidemment des communistes. On va voir maintenant un voyage à Moscou de André Malraux, quelques images rares venues de Moscou. Malraux, congrès des écrivains communistes, 1934, Moscou.
Jean Lacouture, on vient de voir là, point levé à côté d'Aragon, André Malraux. Dans ces années 35-36, comment on pourrait définir les rapports d'André Malraux avec les communistes? Ils sont d'alliance rigoureuse, d'alliance étroite. Malraux n'a jamais appartenu au Parti communiste, il était tout sauf marxiste de toute façon, et il considère qu'à ce moment-là, contre Hitler et contre le fascisme, il n'y a qu'un allié qui vaille et qu'il faut à tout prix s'appuyer sur lui. Il est pro-communisme par antinazisme, mais ça n'empêche pas quand même d'être relativement critique, parce que au cours de ce voyage à Moscou, dont on a vu quelques images, il semble qu'il a quand même fait un discours assez critique en critiquant le rôle utilitaire de la littérature et de la culture. Et il ne s'est pas plié, au moins sur le plan esthétique. Il pensait que sur le plan politique et stratégique, il fallait faire l'alliance étroite, mais quand il est écrivain, et quand il parle au nom de la littérature, là, il parle pour la liberté. Il semble même qu'un soir, au cours d'une soirée un peu arrosée, il ait levé son verre à Trotsky, qui évidemment, en 1934 à Moscou, était assez mal vu. Ça achetait un froid. C'est Clara qui le raconte, elle aimait beaucoup André. Bon, 1936, victoire du Front populaire en France, victoire aussi du Front populaire en Espagne en février 1936, qui va déclencher un processus qui va amener au putsch de Franco. On regarde en images. Avait l'idée qu'un pays était en train de tenter une forme républicaine éclatante après 93, et puis que le coup d'État militaire arrivait. Nous sommes allés nous battre avec les soldats glandeux. Quand ça a commencé à tourner vraiment mal, notre sentiment, c'était que si l'Espagne républicaine était battue, c'était la guerre européenne, inévitablement. Je suis allé en Espagne au moment où le Parti communiste n'avait pas pris position, et nous avons fait l'ensemble des travaux de l'aviation dite internationale, sans aucun lien avec les brigades internationales qui n'existaient pas. Et s'il n'y avait pas eu l'aviation, les brigades internationales n'auraient jamais eu le temps d'arriver. Enfin, la bataille de Medellín que nous avons livrée tout seul a donné quand même une douzaine de jours de répit. Mon souvenir le plus fort de l'aviation, moi j'ai cessé d'être aviateur vers 38. Bon, c'était le départ des avions de combat ensemble était d'une très grande beauté parce que on ne décollait pas tout à fait ensemble. Alors, il y avait les copains qui décollaient un peu avant et ceux qui décollaient un peu après, et tout ça flottait un peu, mais c'était quand même la vague. Paul Nothomb, c'est vous qu'on voit sur cette photo où vous êtes tous ensemble avec Malraux. Dans quelles circonstances cette photo a été prise ? C'était à Torrente, dans la banlieue de Valence. C'était après la bataille de Madrid, quand nous sommes repliés sur le front de Teruel. Mais nous avons d'abord participé, avant mon arrivée, moi je suis arrivé tout au début septembre, mais à cette bataille de Medellín dont parle Malraux et qui a fait une importance considérable, puisque les troupes franquistes qui débarquaient du Maroc ont mis 5 mois pour arriver jusqu'à Madrid, au lieu de 5 semaines, comme elles l'auraient fait s'il n'y avait pas eu cet arrêt, ce coup d'arrêt. Et là, je veux dire que c'est tout le génie de Malraux qui éclate. C'est dans la conception et l'exécution de cette escadrille. Et justement, Jean Lacouture, là, sur ce point, 4 jours après le coup d'État, le 21 juillet, Malraux est déjà à Madrid. Donc il a une réaction, on peut le dire, extraordinairement rapide. Et très vite, il comprend qu'une part du sort de la République va se jouer dans les airs. Et c'est là qu'il met sur pied cette escadrille.
Oui, il se trouve qu'il bénéficiait de relations à Paris, et par sa famille, et par le fait que, par les milieux du Front populaire, il connaissait Pierre Cotte, et il connaissait aussi le directeur du cabinet de Pierre Cotte, qui s'appelait Jean Moulin, et ça lui a donné quelques facilités pour obtenir des appareils pour ce petit morceau d'aviation républicaine qui lui était demandé, où il a, comme disait Paul Nothomb, et qui est notre témoin ici, indispensable, étant donné que les aviateurs étaient passés en masse du côté de Franco et que les républicains se trouvaient sans appareil et sans aviation, et des hommes comme Nothomb sont partis avec Malraux pour aider la République. Monsieur Nothomb, l'escadrille de Malraux, c'était quoi en fait? Et ça s'est formé petit à petit, très vite au départ. Malraux est parti avec des amis comme Cornion, Molinier et des gens comme Serre, etc., qui se servaient même des avions des lignes régulières espagnoles, pas du tout équipés pour ça. On ouvrait les portes, on jetait les bombes en roulant par la porte sans aucune visée, mais c'était l'effet psychologique qui était capital. Il faut bien dire que les troupes morts et le tertio qui venait du Maroc espagnol n'auraient rencontré aucune résistance sans eux. Ça fait qu'ils avançaient l'arme à la bretelle. Les milices étaient capables de prendre des casernes dans les villes, mais pas en race campagne s'opposer à une armée régulière. Et donc, cette armée qui avançait quasiment à la marche, sans obstacle, du jour où on achetait des bombes, même à côté, elle s'est mise en tirailleur, elle a avancé avec prudence, et au lieu d'avancer 20 km par jour, elle a avancé 2 km par jour. Pour vous, l'utilité militaire de cette escadrille ne fait aucun doute? Absolument aucun doute, et je le dis avec d'autant plus d'aise que moi-même, je n'y étais pas au début. Donc, je suis arrivé en septembre. Je peux vous donner d'autres exemples de l'efficacité de l'aviation dans cette guerre civile, mais il est certain qu'à ce moment-là, ça a été crucial, et que s'il n'y avait pas eu ce coup d'arrêt tout de suite, eh bien, il n'y avait aucune raison que ces troupes très aguerries et qui se fichaient des problèmes de la péninsule, qui étaient les morts et le tertio, seraient arrivées jusqu'à Madrid et auraient renversé le gouvernement républicain, qui aurait duré très peu de temps. Je crois que Malraux, il fait allusion dans l'interview avec Roger Stéphane, les brigades internationales n'existaient pas encore, il n'y avait pas l'intervention massive de l'Union soviétique comme plus tard, et donc la République était très seule. Les brigades sont arrivées fin octobre, je me rappelle très bien, juste à temps pour la bataille de Madrid, parce qu'elle s'est déroulée au début novembre, mais elle se serait déroulée bien avant, et là, on n'était pas en force, on n'était pas capable d'y résister. Paul Nothomb, est-ce que Malraux participait lui-même au vol et au combat? Écoutez, on pose toujours cette question. Oui, oui, il y participait. Il ne connaissait rien à l'aviation. Il aimait l'aviation. Il a participé comme mitrailleur, mais il a participé pour dire qu'il était avec nous. Moi, j'ai volé plusieurs fois avec lui. Même quand il ne servait à rien, nous étions heureux de l'avoir dans l'avion. Il faut dire que c'était des gros avions. Nous étions à 7 dans ces avions-là. Et j'ai beaucoup de souvenirs de Malraux, souvent dans la Carlingue, quand on passait à travers des barrages de DCA, où ça sautait de partout, eh bien, on s'échangeait des regards. Et ça donne un lien, ça je vous garantis. Et Malraux était avec nous, même s'il n'avait aucun rôle dans l'équipage. Plusieurs fois, il prenait la place d'un mitrailleur. Il y avait 3 places de mitrailleurs dans ces avions, un devant, un derrière, en dessous, la cuve. Malraux le faisait. Il a raconté, d'ailleurs, à ce sujet, et c'est tout à fait authentique. Mais on me pose la question, est-ce que Malraux ne savait pas piloter un avion? Il ne savait pas conduire une voiture non plus, ni même rouler à vélo. Ça n'empêche que s'il n'y avait pas Malraux, il n'y aurait pas eu d'escadrille. C'est lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui la maintenait par son seul prestige. C'était une escadrille qui n'avait aucune espèce de discipline, qui n'avait pas de règlement, qui n'avait pas de sanctions, sauf une, être envoyée en France immédiatement, ce qui était évidemment un comble. Pour les déserteurs, on les renvoyait où ils voulaient aller. Donc ça ne marchait que par Malraux, parce qu'il y avait, comme on dit maintenant, un charisme, il avait un prestige, même les ouvriers de la région parisienne, assez moqueurs et ironiques, obéissaient tous à Malraux. Et quel genre de chef il était? Comment il dirigeait? Il avait un adjoint qui s'appelait Guidès pour tout ce qui concerne les problèmes techniques, mais il disait, voilà, mission demain, etc. Et tout le monde marchait. Personne ne serait avisé de dire non à Malraux, quoique tout le monde le tutoyait. On ne disait pas commandant, n'importe quoi. C'est camarade Malraux. Camarade Malraux. Ah oui, tout. Alors justement, Malraux vous a nommé à un moment commissaire politique de cette escadrille. Alors, oui, ça voulait dire quoi? C'est tout à fait autre chose. Commissaire politique, ça fait rire. Parce que ça, c'est l'escadrille André Malraux. Il y a eu 2 époques. L'escadrille Espagna, c'était au début.
Quand nous étions des étrangers, ça se valait. Quand nous sommes entrés dans l'aviation espagnole, il n'y avait plus besoin d'escadrilles espagnoles dans l'aviation espagnole. Et c'est moi, en qualité justement de commissaire politique, qui ai demandé à Hidalgo de Cisneros, qui a dit des bien méchantes choses sur l'escadrille complètement fausses, de l'autorisation de changer le nom de l'escadrille. Il était absent à ce moment-là, et quand il est revenu, on est venu le chercher avec des voitures sur lesquelles était marqué escadrille André Malraux. Il ne le savait absolument pas, mais ça, c'était parce qu'en entrant dans l'aviation espagnole, la bande d'antimilitaristes qui était là-dedans voulait au moins montrer qu'elle dépendait d'un civil et d'un grand Français, et pas du tout d'une hiérarchie quelconque. Donc Malraux était notre défense, on peut dire, contre nos inhibitions. Monsieur Nothomb, vous étiez communiste à l'époque. Quelles étaient les relations en Espagne de Malraux avec les communistes? Ben, écoutez, Malraux savait très bien que j'étais communiste. Lui, il ne l'était pas, il ne se cachait pas. Il n'a jamais critiqué le parti idéologiquement, mais il ne me faisait que m'ouvrir les yeux. Je me rappelle très bien comment il m'expliquait que Staline se fichait pas mal de la révolution en Espagne, mais que ce qui l'intéressait, c'était le détroit de Gibraltar. C'était l'intérêt stratégique de la Russie. Je dois dire que j'étais sidéré en entendant ça, mais venant de Malraux, ça m'a donné à réfléchir. Il est certain qu'il était avec les communistes parce qu'il était seul qui voulait faire une armée avant de faire la révolution, et les anarchistes, la majorité des peuples espagnols, voulaient faire la révolution tout de suite. Cette révolution, c'est un sûr moyen de perdre la guerre. C'était un choix d'efficacité. C'était un choix uniquement d'efficacité. D'ailleurs, tout le temps, Malraux, homme d'action, était un homme d'une efficacité extraordinaire. Il avait 1000 idées, mais il n'avait qu'une action. Et il consacrait tout à l'action du moment. Et Jean Lacouture, les communistes étaient très efficaces en Espagne. Ils étaient aussi efficaces dans la répression, puisqu'il y a eu des pages héroïques et des pages beaucoup moins glorieuses. La répression contre les anarchistes, contre le POUM, et même l'exécution d'Andrés Nin. Et sur tous ces points, Malraux a été silencieux, c'est-à-dire ça a passé derrière le principe d'efficacité. Mais c'est vrai qu'il y a, pour ceux qui aiment Malraux, qui ont pour Malraux de la fine admiration et de l'affection, il y a quelque chose qui est une ombre là. C'est vrai que tant sur les massacres perpétrés par les staliniens en Catalogne surtout, ou après sur le pacte germano-soviétique, c'est vrai que nous sommes en quête de quelque chose. Il y a des paroles de Malraux qui nous manqueront à jamais. Alors, de son expérience espagnole, il tire évidemment un livre, L'Espoir, un film, Sierra Teruel, qui s'appellera plus tard L'Espoir. Est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que cette guerre d'Espagne, c'était l'illusion lyrique, bien sûr, premier chapitre de L'Espoir, mais c'est aussi les illusions perdues? Est-ce que ça ne marque pas la fin de cette guerre, une brisure chez Malraux dans la fin d'une période de sa vie? Je crois surtout si c'est combiné à l'effondrement de la France en juin 1940, c'est vrai que recevoir ces 2 coups sur la nuque de la défaite d'une révolution pour lequel il a d'une certaine façon eu conscience peut-être de perdre un tout petit peu de son honneur en ne parlant pas des massacres dont nous parlions tout à l'heure. Et il est allé très très loin pour obtenir la victoire en Espagne. Il ne l'obtient pas, il rentre en France pour participer à une débandade dans des chars dans lesquels il s'est engagé qui avaient été sans moteur et qui ont été faits prisonniers par les Allemands dès leur offensive. Donc il y a là, c'est vrai quand on s'interroge sur la relative passivité de Malraux au début de la guerre, c'est vrai que je crois qu'on a une réponse là assez forte. C'est quand même assez étonnant de la part de quelqu'un qui a été à vos avant-postes de la lutte antifasciste pendant les 10 années qui ont précédé, que son entrée en résistance soit aussi tardive, puisque c'est début 1944. Je crois qu'il y a un phénomène de fatigue historique. Je crois que Malraux a été sur tous les fronts pendant 10 ans contre le fascisme, ses différentes formes, n'est-ce pas? Et en 1940, il est dans un état d'une sorte d'épuisement, n'est-ce pas? Je crois que il y a ça, un épuisement moral, naturellement, beaucoup plus que physique. Il y a aussi un élément de la vie de famille, l'amour de Josette, les enfants qui viennent. Il y a toute une série de raisons. Mais je crois que la raison clé, c'est aussi le fait que pour être efficace, de nouveau, il faudra s'allier aux communistes et que je pense que sur cette stratégie-là, il est allé au bout de ce qu'il pouvait. On va voir d'ailleurs maintenant l'entrée en résistance de Malraux en images. Voici donc en face de moi les mêmes bois que ceux qui virent le premier combat du premier maquis.
Vous vous retrouvez délégué des survivants et délégué des morts, délégué du courage en face de l'immense indifférence des armes. N'était rien de plus que les hommes du non. Mais le non du maquisard obscur, collé à la terre pour sa première nuit de mort, suffit à faire de ce pauvre type le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Quand j'avais 20 ans, j'avais épousé le prolétariat. Ce qui était d'autant plus naturel que l'internationalisme était encore à l'époque extrêmement puissant. Assez vite, il est devenu évident que c'était Nietzsche qui avait gagné contre Marx quand il avait dit le XXe siècle sera le siècle des guerres nationales. Notre siècle a été celui des guerres nationales et il se trouve que dans la résistance, j'ai épousé la France. Un beau jour, un des responsables de l'organisation de résistance en Dordogne me dit « Allez donc prendre contact au château d'Urval avec quelqu'un qui est à la mission interrégionale. » Ce quelqu'un, c'est un... Je ne vous dirai pas son nom, mais c'est un grand personnage. C'est un grand écrivain français. Je prends ma voiture, je vais au château d'Urval, je rencontre quelqu'un, je me demandais bien qui ça pouvait être. Moi, j'étais un petit instituteur de Lorraine, provincial, etc., qui pratiquement n'avait jamais rencontré de personnalité parisienne, mais pourtant j'avais lu La condition humaine, j'avais lu L'Espoir, je connaissais Marot, peut-être avais-je vu des photos, mais en rentrant de cette entrevue, qui est une entrevue de présentation où je posais des problèmes militaires, etc., où il s'est renseigné pour savoir ce que nous étions, qu'est-ce que c'est cette organisation de résistance alsace-lorraine, quels sont nos contacts avec les autres organisations, etc., etc. En rentrant, je me dis, voyons, qui ça peut bien être? Ça ne peut être que Malraux. Non, mais sa façon de parler, le caractère extrêmement perçant de son regard, mais avec une voix qui parlait de fraternité, enfin, il n'en parlait pas, mais enfin, qui sentait la fraternité du combat. Je me dis, ça ne peut être que Malraux. Il est venu me voir au maquis, on a fait un lever aux couleurs, il a adressé quelques mots aux hommes, et au moment de saluer les couleurs, il les a salués comme ça, le poing levé. Et nous avons reconnu le combattant de la guerre d'Espagne. Mais je vous avoue que ça ne m'a pas du tout choqué. Bernard Metz, vous avez connu Malraux dans le maquis. Alors, quel a été le rôle exact de Malraux en fédérant ces maquis? Quelle autorité il avait? Quel rôle il a joué vraiment? Nous, il fallait qu'on quitte le sud-ouest de la France. Or, nos maquis étaient sous les ordres, les uns du délégué militaire régional de Limoges, d'autres de Bordeaux et d'autres de Toulouse. Aucun militaire de carrière n'aurait pu bousculer les ordres venant d'un délégué militaire régional. Malraux et Jacot n'ont pas hésité et très rapidement nous avons obtenu les ordres de mission, les nominations qui nous ont permis de quitter le sud-ouest. Est-ce que Malraux participait directement au combat et dirigeait Alors, je crois que c'était peut-être presque ce que disait tout à l'heure M. Nothomb. Malraux a été présent à beaucoup de combats. Les ordres étaient donnés par Jacot, mais lui tenait à s'exposer à ce qu'on le voit. Et finalement, Jacot a été blessé 2 fois. Malraux n'a pas eu la chance d'être blessé. En revanche, il a été arrêté, Jean Lacouture, en juillet, sur une route, par une patrouille allemande. Il est emprisonné et il a failli être exécuté d'ailleurs. C'est vrai que Malraux a été emprisonné, c'est vrai qu'il a failli être fusillé, il raconte ça superbement dans les anti-mémoires, la fausse exécution, et avant son exécution, la visite à la sœur à laquelle il a demandé l'évangile selon saint Jean. Bref, tout ça fait beaucoup réfléchir sur les dimensions spirituelles du personnage de Malraux. Enfin, je crois qu'il a... Au cours des années que nous venons de parcourir, il a connu exactement toutes les expériences qu'un homme peut connaître, réellement, de la presque mort aux diverses formes de guerre révolutionnaire un peu plus classiques, du commandement de l'aviation au commandement de l'infanterie. Malraux est vraiment l'homme qui émerge de cette guerre comme l'homme complet de la lutte contre le fascisme. Eh bien, on arrive septembre 1944, la création de la brigade Alsace-Lorraine. On regarde en images. Je pense alors à ce qui faisait notre brigade Alsace-Lorraine. C'était une brigade de sauvages. Nous étions des sauvages. D'abord le public. Moi-même, dans le maquis où je me trouvais, eh bien,
nous avions fait ce curieux recrutement d'un mélange d'étudiants et de policiers. Il s'était créé entre eux une espèce de fraternité extraordinaire. Et puis, se sont joints également à nous, alors, des catégories les plus diverses de la population. Il y avait aussi, il faut dire, des gens qui avaient fait de la prison, qui avaient volé, qui continuaient de voler. D'ailleurs, nous avions pas mal de ces personnages un peu étranges qui se sont engagés avec nous, qui sont partis. Ils n'avaient rien à perdre, c'était l'aventure. Ils ont fait, grâce à Malraux, la grande expérience de leur vie qui les poursuivra jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir eu le sentiment d'être beaucoup plus qu'ils ne pensaient être. C'était au Bois-le-Prince, dans les Vosges. Pendant ces combats lents et meurtriers, on n'avançait pas. C'est au moment où la première armée se trouvait bloquée. Un jour, je suis monté avec vous. Nous avons passé en revue toutes les lignes. On recevait des balles explosives, des éclats de mortier. On y a échappé assez miraculeusement. Il faut dire que c'était très inconfortable de marcher à vos côtés dans ces conditions. Et je vous voyais debout à la lisière d'un bois, en train de regarder en direction de l'adversaire. Et c'était quelque chose de très émouvant, car il n'y a jamais eu chez vous aucun sentiment de haine. Mais on sentait simplement une volonté de libération et en même temps de permettre à ces garçons qui vous avaient suivis, tous volontaires, de devenir un peu plus des hommes libres à travers cette aventure. Je revois, ça ne devait pas être à Besançon, ça devait être un patelin à côté, mais du même genre. Leclerc est parti au nord, et Rundstedt est en train d'attaquer Strasbourg. Et comme vous savez, c'est le matin, n'est-ce pas, que le général de Gaulle est arrivé, aidé par Churchill, à avoir l'accord américain de la couverture de Strasbourg par les chars américains. Or, la nuit, il y avait une compagnie CRS et nous. Bien. Alors, je revois Delattre avec son air de lapin frileux et ferme qui me dit, voilà les conditions. Bon, naturellement, vous serez 1 contre 50, mais il n'est pas possible que la France abandonne Strasbourg. À la réouverture solennelle de la cathédrale de Strasbourg, détournée d'elle-même depuis 5 années, civils et combattants, croyants ou non, s'unissent dans une même ferveur, où la foi religieuse se confond avec la foi dans les destinées de la patrie. Bernard Metz, alors c'était quoi cette brigade Alsace-Lorraine? Une brigade de brigands, comme dit le père Bockel? Bon, je pense que l'imagination créative des écrivains est contagieuse et qu'il y avait beaucoup moins de brigands que Bockel ne croit s'en souvenir. La majorité d'entre nous étaient des enseignants, des étudiants, des ouvriers, des paysans lorrains, parce que dans la Lorraine francophone, il y a beaucoup de paysans qui avaient été expulsés en décembre 1940. Et malgré tout, ce que Malraux leur a apporté, c'est effectivement cette transcendance dont a parlé Bockel. Il leur a permis de réaliser qu'il y avait plus en eux-mêmes que ce qu'il pouvait y avoir comme un résistant ordinaire. Est-ce que Malraux était un emblème ou est-ce qu'il était un chef de guerre? Il était plutôt un emblème, je pense. Parce que chef de guerre, je ne le voyais pas à la tête des combats, le sabre à la main. Cigarette à la bouche. Mais je pense que c'était le fait de savoir que les ordres étaient tout de même élaborés sous son contrôle. Je pense que les mêmes ordres donnés par Jacquot seul n'auraient sans doute pas eu la même portée que les ordres passés par Jacquot, sous le couvert de Malraux. Alors, Jean Lacouture, au moment où il est le colonel dans
brigade Alsace-Lorraine. Malraux fait un saut à Paris, c'est en fin janvier 1945, parce que là, il y a le congrès du mouvement de libération nationale, du mouvement de résistance, et là, vous écrivez dans votre livre, dans votre biographie, que c'est un congrès essentiel et un acte politique majeur dans la vie de Malraux. Vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe? Je crois que c'est très important. Oui, au point de vue de l'efficacité, en tout cas, puisque c'est un mot qu'il chérissait et qui dirigeait sa vie, oui, là, je crois qu'il a été vraiment efficace, parce qu'à ce congrès, les communistes ont, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises à cette époque, voulu chapeauter l'ensemble de la résistance, la coloniser, pourrait-on dire, ou enfin, la prendre en main. Et que Malraux a refusé que le mouvement de libération nationale, dont il faisait partie, passe sous la coupe des communistes. Il a voulu maintenir l'indépendance de ce mouvement. C'est un moment décisif, parce que les communistes représentaient une force considérable en France à l'époque. Thorez était, ou en tout cas les dirigeants du parti, tenaient en grande partie la vie publique de la France entre leurs mains. Si le MLN était passé sous la coupe des communistes qui tenaient déjà le Front National de l'époque, c'était pour De Gaulle, en tout cas, une montée en puissance du Parti communiste qui rendait la position de Gaulle beaucoup moins forte. Donc je crois qu'à ce moment-là, Malraux, avant de connaître De Gaulle, lui a rendu peut-être le plus grand service qu'il lui a rendu dans leur histoire commune. Donc on en arrive à la rencontre historique avec le général De Gaulle. Elle se passe en août 1945. Pourquoi si tard? Moi, j'avoue que c'est un des points les plus mystérieux de la vie de Malraux, auquel je n'ai trouvé encore aucune explication. À partir de la libération de Paris, le général de Gaulle invite à sa table tous les grands écrivains, ou à peu près. Ceux qui l'admiraient le plus, à commencer par François Mauriac, deux jours après la libération de Paris. Et après suivent Valéry, qui, dans cette période, on peut dire, n'a pas fait preuve d'un héroïsme particulier, ce que d'ailleurs personne ne lui demandait. Mais enfin, il invite Claudel, qui ne peut pas venir, il invite Georges Duhamel, il invite Gide, il invite Bernanos, qui raconte aussi... Bref, il n'invite pas Malraux. Et pas Malraux. Alors qu'il admirait, il considérait La condition humaine comme le plus grand livre qui est paru en France depuis 20 ans. Donc pourquoi n'invite-t-il pas Malraux? Ça reste extrêmement curieux. Et Malraux n'est reçu par le général de Gaulle qu'un an après la libération de Paris, le 7 août 1945. Et à l'initiative de deux hommes qui sont le capitaine Guy et Gaston Palevski, qui montent un truc pour que les deux hommes se rencontrent. Quand ils se rencontrent, c'est un coup d'éclat, ça marche très bien. Mais avant, il y a cette étrange non-rencontre. Pierre Lefranc, pourquoi ça marche très bien à ce moment-là, 1945, cette rencontre? Qu'est-ce qu'ils font à cet instant, le couple Malraux-de Gaulle? Je crois qu'ils se sont fascinés mutuellement. Je pense que de son côté... De Gaulle avait beaucoup de considération, comme vient de le dire Jean Lacouture, pour l'œuvre littéraire. Il ne faut pas oublier que De Gaulle était quand même un écrivain, qu'une grande partie de sa vie a été consacrée à l'écriture. Donc il avait pour l'art de la littérature une considération tout à fait particulière. Donc Malraux était un des grands de la littérature contemporaine, donc ça le fascinait. Par contre, de son côté, Malraux, alors lui, il a été toute sa vie, me semble-t-il, à la recherche du héros. Il l'a cherché partout, et quand il ne le trouvait pas, d'ailleurs, il l'a inventé. On l'a vu dans tous ses ouvrages. Donc là, il avait devant lui quelqu'un qui symbolisait le héros moderne, c'est-à-dire l'homme intègre, rude. Est-ce que ce que Malraux aime chez le De Gaulle de cette époque, c'est pas l'insoumis, le rebelle de 40 ? Non, c'est le solitaire, si vous voulez, qui a réussi tout seul à changer le cours de l'histoire. C'est quand même quelque chose qui a toujours fasciné Malraux. Dans tous ses livres, il y a ce héros qui, à un moment donné, fait changer l'histoire de direction. Eh bien, pour lui, De Gaulle, c'était ça. Il avait, par sa seule intervention, par sa seule personnalité, fait changer le cours de l'histoire. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est pourquoi Malraux était fasciné par De Gaulle et réciproquement. Alors, on va le voir, parce qu'à partir de ce moment-là, 1945, c'est l'entrée de Malraux en gaullisme, on peut dire, comme on peut rentrer en religion. On va voir en images maintenant, à partir de 1947, le RPF. La République que nous avons rêvée, tandis que nous luttions pour elle. La République dont il faut qu'elle se confonde maintenant avec notre rénovation. La République sera l'efficience, la liberté et la concorde, ou bien elle ne sera rien que désillusion et impuissance en attendant soit de disparaître
de noyautage en noyautage sous une certaine dictature, il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français. Le rassemblement du peuple français. Le général de Gaulle, poursuivant dans toute la France son cycle de réunions et de discours, se rend à Toulouse au Parc des Sports, où une vaste manifestation RPF est organisée en son honneur. Suivi de son entourage habituel, le général s'adresse à la foule et lui développe les principaux thèmes de ses récents discours. Après avoir dénoncé, selon son habitude, le péril russe et les manœuvres des séparatistes, il critique la situation budgétaire de la France, puis charge à fond contre l'ingérence des partis dans les affaires du pays et le système électoral. Pierre Lefranc, vous étiez à Strasbourg le 7 avril 1947 pour la fondation du RPF. À Bruneval d'abord, la première petite réunion qui a eu lieu là, sur les plages de Normandie, et puis à Strasbourg. Et puis on a senti là une énorme lame de fond qui s'est levée et qui s'est terminée par la grande victoire remportée aux élections municipales de la fin de l'été. On a vu Malraux derrière le général de Gaulle sur la tribune. Vous avez connu bien Malraux là, au RPF. Quel militant il était? Est-ce qu'il était militant au RPF? Alors, oui, il a été un militant. Alors, il faut dire d'abord qu'il a été un de ceux qui ont apporté quelque chose. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont apporté à De Gaulle. La plupart des gens ont tiré quelque chose de Gaulle, des avantages, des nominations, des grades, des honneurs, etc. Lui, il a apporté quelque chose. Quand il s'est rallié au général, il était quelqu'un d'extrêmement connu, il avait une réputation mondiale, et il a apporté cette autorité, ce rayonnement au général. Et il a été un vrai militant, puisqu'il a été le premier responsable de la propagande au RPF. Alors il avait des visions mondiales de l'action propagande du RPF. Il a tenu des réunions où il nous expliquait qu'on avait créé des postes de radiodiffusion clandestins, etc. Enfin, c'était du grand Malraux, si vous voulez, vous s'exprimant et occupant la place au nom du général de Gaulle. Et puis surtout, à ce moment-là, il a mené avec nous, plutôt nous avec lui, une campagne pour la liberté de parole, parce que nous étions poursuivis dans toutes nos réunions par les communistes. Et les communistes ne voulaient pas que nous nous exprimions. Et en particulier dans la banlieue parisienne, même dans Paris même, il y a eu une fameuse manifestation au gymnase Japy où on a été reçus par une pluie de boulons. Il y a eu une grosse bagarre, oui. Il y a eu une énorme bagarre, il y a eu des blessés graves. Et quand nous allions dans les campagnes où il y avait des tendances communistes, je me souviens de la Corrèze où j'ai été jeté par la fenêtre de la salle de réunion du Zerche. Heureusement, c'était un rez-de-chaussée. Mais enfin, on était à chaque fois que nous prenions la parole contrecarrés par des bandes communistes qui venaient nous empêcher de parler. Et là, il y a eu une lutte, une vraie lutte pour la liberté de parole. Et finalement, grâce à l'enthousiasme de Malraux, aux efforts qu'il a faits, on a réussi à la gagner, puisqu'on a pu s'exprimer à la fin de l'année 48, on s'exprimait à peu près partout, en allant jusqu'au bout de nos réunions, alors qu'avant, ils étaient en général interrompus au bout du premier quart d'heure. Jean Lacouture, Malraux chargé de la propagande, c'est un peu étonnant, non? Je me reste mystérieux que des hommes comme De Gaulle et Malraux aient repris ce terme de propagande qui avait été lancé par le docteur Goebbels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de dire information, communication. Le mot de propagande, ça reste un peu choquant. C'est une des choses qui m'a écarté du RPF si jamais j'avais été tenté. Mais enfin, à y repenser aujourd'hui, le RPF n'a pas du tout été ce mouvement fascisant. Je le dis très tranquillement devant Pierre Lefranc, que certains d'entre nous ont cru être dans les années 48-49. Paul Nothomb, quel regard vous jetiez sur votre ancien camarade d'Espagne qui était devenu propagandiste du RPF? D'abord, je rappelle que propagande, c'est un terme communiste aussi. Hein, la gîte propre, ça existait. Je me rappelle, ça intéressera Pierre Lefranc, qu'un jour je lui ai dit « Pourquoi es-tu au RPF ?» Et il m'a dit « Nous, vieux révolutionnaires, ne devons pas être au MRP. » C'est un argument, effectivement. On va sauter quelques années. On arrive à 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et le 4 septembre 1958, sur la place de la République, on peut dire que c'est le baptême de la Ve République, André Malraux, dans ses œuvres.
Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet, j'ai dit place de l'Hôtel de Ville que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là. Parmi vous, nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit. Ici, Londres, les Français parlent aux Français, honneur et patrie. Vous allez entendre le général de Gaulle. Ici, Paris, le Paris de tous ces quartiers, depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici, Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle. Il est grand temps de comprendre que la Ve République n'est pas la 4e plus le général de Gaulle. C'est cette croyance singulière qui fait crier au viol lorsque la Constitution est modifiée, à l'usurpation lorsque le peuple est consulté, au pouvoir personnel chaque fois qu'est prise une décision d'importance nationale. Parler de régime policier, ce serait drôle si ce n'était dérisoire. Jamais en France, un président de la République n'aura suscité tant d'enthousiasme et n'aura été si outragé. Jamais dans le monde, un gouvernement n'aura rencontré tant d'assassins directs ou par procuration, occupés à attendre la prochaine amnistie en jouant à la belote. En un instant, le pouvoir, ce fruit mûr prêt à être cueilli, est devenu acide et hérissé de piquant. Il n'en faut pas plus pour que la manifestation silencieuse de soutien au régime ne prenne spontanément sur le chemin historique qui va de la Concorde à l'Étoile l'aspect et les accents d'une fête nationale. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. Et c'est pourquoi je vous appelle, compagnons d'autrefois et de cette nuit qui seraient nos compagnons de demain, devant le pays une fois de plus menacé, allez dire à nos adversaires que nous attendons le 30 juin et que nous leur donnons rendez-vous. Il est grand temps de comprendre qu'il n'y a pas d'après-gaullisme contre le général de Gaulle. Par le vote de dimanche, comme par tous les autres, on peut fonder un après-gaullisme sur la victoire du gaullisme, mais qu'on ne pourrait en fonder aucun sur la défaite du gaullisme. Vous voterez oui pour qu'il sache qu'il peut compter sur vous. Et aussi, car nous savons, n'est-ce pas, ce qui se prépare pour la nuit du référendum, au cas où elle serait un peu grave. Et aussi, pour que ses adversaires sachent que s'ils veulent recommencer les défilés de mai, nous sommes prêts à recommencer les Champs-Élysées.
Pierre Lefranc, est-ce que vous pensez que Malraux, à un moment ou un autre, dans ces années, dans la décennie 60, a eu une influence politique sur le général de Gaulle? Est-ce que... Sûrement. Je pense que Malraux a espéré que le général lui confie une grande tâche politique. Ça, je pense, je ne sais pas ce qu'en pense Jean Lacouture. Je pense moins fort que vous en ce domaine. Non, mais je crois, parce qu'il m'en a parlé, je crois qu'il aurait espéré avoir une grande tâche politique. Et il a sans doute regretté de ne pas avoir été appelé par le général à des grandes fonctions. Mais quel genre de fonction il espérait? Je ne sais pas, au moment de l'affaire algérienne, il pensait qu'il pouvait jouer un rôle justement avec le souffle particulier qui était le sien pour essayer d'amener la solution d'ailleurs qui est arrivée, mais de l'amener peut-être avec plus d'ampleur, plus de panache. Et à un moment donné, il a espéré peut-être qu'une partie des responsabilités sur l'affaire algérienne lui serait confiée. Et puis ça ne s'est pas trouvé. Je crois que le général avait bien situé le secteur dans lequel Malraux pouvait exercer son immense talent. Il le trouvait génial, mais dans la culture, si je comprends bien. Je crois qu'il le trouvait génial dans un certain nombre de domaines, mais et surtout, il y a quelque chose qui est quand même qui est curieux, c'est que De Gaulle, qui était un homme universel, n'avait pas un sentiment artistique très développé. C'est un homme pour lequel les arts plastiques ont joué presque aucun rôle. Or, ça a joué un rôle énorme dans la... On n'a pas parlé de la musique. Non, mais la musique, oui, l'art plastique et la musique, bien sûr. Et pour Malraux, au contraire, c'était fort important. Donc Malraux a été un petit peu son maître à penser dans ce domaine-là. D'ailleurs, quand on assistait à une inauguration d'une exposition, qu'on suivait Malraux et le général, c'était presque le maître et l'élève. Malraux expliquait au général ce qu'il fallait qu'il voie et ce qu'il fallait qu'il admire, si vous voulez. Le général, de ce côté-là, n'était pas ouvert dans cette direction-là. Jean Lacouture, même question sur cette influence possible de Malraux sur De Gaulle. On est un peu surpris que Malraux, étant donné son passé et ses convictions très profondes et les références populaires qu'on a entendues tout à l'heure, qui sont si fortes et qui partent du tréfonds, n'a pas plus pesé dans le sens de l'orientation du gaullisme social. C'est-à-dire toutes ces lois qui ont été envisagées par Louis Vallon, par Capitan, par Jean-Marcel Jeannet. Malraux n'a pas, semble-t-il, beaucoup pesé en ce sens. C'est un peu déconcertant. Il s'est, je crois, laissé mis à part, comme l'a dit Pierre Lefranc, je crois, dans l'affaire algérienne, il a espéré faire peser son sens dans le sens anticolonial, grosso modo. Mais dans les problèmes sociaux, il ne semble pas qu'il ait beaucoup pesé, alors qu'il avait une voix à faire entendre en ce domaine. Et cette voix, moi, je ne l'ai en tout cas jamais perçue. On arrive au terme de l'émission. Entre le combattant anticolonialiste d'Indochine, le point levé des années 30 antifasciste, le combattant en Espagne, le maquisard en Corrèze, le colonel de la brigade Alsace-Lorraine, le propagandiste RPF. Alors tout ça, où est la continuité ? Il me semble que Malraux, il l'a dit lui-même, c'est l'homme de l'antidestin. Il estime que l'homme ne peut pas obéir à la condamnation des dieux. Et que l'homme est libre de son destin. Et d'ailleurs, vous avez commencé l'émission en disant l'homme est la somme de ses actes. Je crois que l'homme est la somme de ses actes. Je crois que c'est ça, en fait, la définition d'André Malraux. On me l'a souvent reproché, d'ailleurs, d'un milieu de gauche, c'est que Malraux avait complètement changé. Je dis non, c'est les circonstances qui ont changé. C'est évident que de la guerre d'Espagne au gaullisme, extérieurement, il y a une grande différence, mais en fait, c'était les mêmes valeurs que Malraux défendait en Espagne et du côté du général de Gaulle. Oui, ça, il me l'a expliqué très... J'en profite pour citer un célèbre discours qu'il fait en 1948 à Salvagram. Il est arrivé à André Gide et à moi-même d'être sollicité de porter à Hitler les pétitions de protestation contre la condamnation de Dimitrov, dont on a parlé tout à l'heure, innocent de l'incendie de Reichstag. C'était un grand honneur pour nous. Il n'y avait d'ailleurs pas foule. Lorsque maintenant Dimitrov au pouvoir fait pendre Petkov, procès stalinien, qu'est-ce qui a changé, Gide et moi ou Dimitrov? Je crois que dans cette phrase, beaucoup de choses sont dites. Pierre Lefranc. Non, pour moi, Malraux est un grand poète. Hein. C'est un visionnaire, c'est un grand poète. Alors la poésie de la liberté, cette espèce de souffle formidable que possède l'individu vers la liberté, eh bien, je crois que Malraux, dans toutes les occasions qui se sont présentées, il a écouté ce chant de la liberté, et c'est en tant que poète de la liberté, chantre de la liberté, qui s'est engagé à chaque fois. Il y a une continuité là qui me paraît évidente. Alors, Metz. Oui. Moi, je pense qu'il y a d'un côté l'agnostique avide de transcendance et d'autre part le camarade
la cordialité, le courage, dans lequel il retrouvait les plus humbles. Jean Lacouture, le dernier mot du biographe. Qu'ajouter à ce qu'ont dit ceux qui ont été vraiment les compagnons de Malraux, je pourrais dire simplement Malraux, c'est le refus de toute forme d'oppression, de l'oppression sous toutes ses formes au cours de son existence. Alors on a parlé évidemment de l'engagement de Malraux tout au long du siècle. La meilleure approche de Malraux, ce sont évidemment les livres. Alors quelques-uns des ouvrages dont on a parlé ce soir, Les Conquérants bien sûr, roman reparu chez Grasset, L'Espoir, très très grand livre, paru en collection folio, donc en poche, Les Antimémoires, paru aussi en folio, un recueil de textes politiques de Malraux, 1925-1975, texte très intéressant réuni par Janine Mossus-Lavaux, collection folio essai. Paul Nothomb, vous avez fait paraître Non-lieu, qui est une sorte d'autobiographie spirituelle, dans laquelle je parle aussi de certaines de mes rencontres avec Malraux. Voilà, vous parlez un peu de vos rencontres avec Malraux. Je voudrais citer, publié par l'Institut Charles de Gaulle, les actes d'un colloque de Gaulle-Malraux, excellent, très, mine d'informations, très très bon pour qui veut aller un peu plus loin. Roger Stéphane, il y a beaucoup de livres. Roger Stéphane a commencé à écrire un livre avant sa mort. André Malraux, Premier dans le siècle, paru chez Gallimard, très intéressant sur les thèmes dont on a parlé tout à l'heure sur l'Indochine. Un excellent découverte Gallimard, André Malraux, La création d'un destin, avec une très très belle iconographie, très bon texte d'ailleurs aussi. Pour une première approche de Malraux, c'est bien. Jean-François Lyotard, signé Malraux, une biographie, c'est plus qu'une biographie, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, il y a votre biographie, Jean Lacouture, Malraux, Une vie dans le siècle, qui a 25 ans, mais on peut le dire, elle n'a pas pris une ride, paru en Point Histoire. Et enfin, je signale que le magazine littéraire a fait un numéro spécial Malraux et sa légende. Et dedans, il y a un très, très, très intéressant entretien avec Georges Semprin sur Malraux et l'Espagne, très, très fouillé, que je vous recommande particulièrement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Pierre Lefranc, merci Paul Nothomb, merci Bernard Metz, merci Jean Lacouture. Nous nous retrouvons à peu près dans un mois pour une prochaine émission des Brûlures de l'Histoire.